Sarah Knafo, à mon avis, c'est elle qui peut avoir demain un rôle important à jouer. D'abord, elle est très formée politiquement. Elle a un fond de patriotisme, mais patriotisme du moment que c'est patriotisme sous leur commandement, puisque à 20 ans, elle s'est adressée à moi bien avant Zemmour, puisqu'on on a vécu une aventure, et on est resté en lien de discussion un certain temps, et notamment d'ailleurs aussi avec Zemmour. On était tous à Saint-Germain-des-Prés, puisqu'elle habitait au-dessus de chez Assouline, rue Bonaparte, je pense qu'elle a dû déménager depuis, donc je balance pas son adresse. Et Zemmour est devenu son amant après qu'elle ait eu un petit passage par Soral. On se voyait tous les trois au Bonaparte, on discutait avec elle, moi et Zemmour, très souvent, pendant des années, même après qu'on se soit éloignés, elle et moi. On n'a jamais été fâchés. Bon, maintenant, elle me fait peut-être un peu la gueule parce que j'ai révélé notre passé commun. Et puis Zemmour aussi m'en veut forcément un peu. Mais donc, tout ça pour dire que Sarah Knafo a un avenir politique. Et d'ailleurs, elle investit toute son énergie et tout son temps à la politique. Elle est même allée jusqu'à caresser des bestioles au salon de l'agriculture. C'était marrant. Donc, elle est rentrée dans ce qu'on appelle la logique politique que moi, je ne ferai jamais. Je ne veux pas faire ça. Ça demande beaucoup de temps et très peu de talent. Hein. C'est du quantitatif en réalité. Et il faut en passer par là pour avoir une carrière politique normale, tu vois. Alors un que je vois en ce moment un petit peu fabriqué et auto-fabriqué parce que c'est un histrion, c'est le petit Branco. Hein, Branco, un peu branquignol, mais quand même, ils peuvent le pousser, parce que ce mec-là peut être le Besancenot de demain, s'il faut quand même un mec pour gérer et garder dans l'enclos, on va dire une certaine colère étudiante, tu vois, un certain gauchisme post-adolescent. Et je veux dire, et Branco a bien le profil d'être le nouveau Besancenot. T'as vu que Besancenot, il prétendait me faire la peau, c'est moi qui l'ai eu sur la longue durée. Ils ne peuvent plus rien en faire. Je sais pas s'il fait toujours le facteur, là. Quant au petit Branco, sur le communautaire, école alsacienne, Sciences Po, psychanalyse, producteur de cinéma, pour moi, il est très possible que ce soit un enfant de marane qui s'ignore. Hein. Je l'ai dit déjà. On n'a pas trouvé, mais à mon avis, il est... Et puis de toute façon, il y a un mec qui aurait parfaitement sa place chez Hanouna, hein, tu sais, dans le cénacle des intervenants. Il est recyclable chez Hanouna. Hein. Et en fait, recyclable chez Hanouna, ça veut dire poudre aux yeux, quoi. Je veux dire, La communauté juive organisée au Manuel Valls, ce que vous appelez les sionismes en pouvoir en France, est-ce que vous pouvez nous donner la preuve que vous n'êtes pas des alliés? What? Puisqu'ils font votre service de marketing à vous et de j'ai une réponse toute faite. Hein. J'ai pris rien que le mois dernier pour 22 000 € de condamnation. Vous savez, un service de marketing, ça coûte cher de nos jours. Oui, mais ça coûte beaucoup plus cher que ce que je gagne. Vous voyez, je gagne 5 000 € par mois. Vous négociez mal peut-être vos relations. C'est un argument, je pense que c'est un argument qui pourrait favoriser l'antisémitisme. De toujours tout voir sous le terme du saint commerce, vous voyez. C'est pas notre tradition. Je suis venu au commerce très très tard pour des raisons de survie. Vous voyez, on est rarement militants communistes par goût du commerce. Que les juifs ne sont pas en essence. Il y a une grosse tradition commerçante chez les juifs, liée à leur situation historique de diaspora, oui, bien sûr. Parce qu'ils ne pouvaient pas être propriétaires d'autre chose. Ça se discute. Quand en Russie on leur a donné des terres pour les cultiver, ils les ont rarement cultivées parce qu'ils pensaient que c'était un travail qui correspondait pas à leur niveau d'intelligence. Ils se sont mis des boutons de boisson et grâce à l'alcoolisme, ils ont réussi à faire travailler leurs terres par d'autres. Je connais très très bien l'histoire de la Russie et de la Pologne. J'ai beaucoup étudié toutes ces questions-là. Et ça aussi, c'est indéniable. Et c'est d'ailleurs validé aussi par Israël Chirac, dans son livre majeur, Histoire juive, religion juive, le poids de 3 millénaires. Je suis très très cultivé sur toutes ces questions-là, monsieur. Très très cultivé. On a ce vrai problème israélien aujourd'hui qui est une épine dans le pied, un caillou dans la chaussure de Trump. Parce que Trump ne peut pas se permettre d'être antisioniste, c'est inconcevable à haut niveau aux États-Unis, mais essaye de faire comprendre, notamment Netanyahou, que vous m'empêchez de mener ma politique, la politique qui sauvera l'Amérique, et qui sauvera l'Amérique permet de vous sauver. Parce que sans le parapluie militaire américain, la fourniture d'armes, les crédits jamais remboursés, faut pas oublier, hein, je veux dire, Israël est un pays parasite qui vit entièrement à la charge des États-Unis, et c'est pas du tout, même s'ils maîtrisent la haute technologie et qu'ils ont une belle vitrine sur plusieurs domaines, c'est un pays qui ne peut pas fonctionner tout seul par lui-même. Hein. Ils ont ce paradoxe, c'est que ce sont des racialistes qui n'ont pas de prolétariat. Donc à un moment donné, ils sont dans une logique donc d'esclavagisme. Et l'esclavagisme n'est pas compatible avec les valeurs humanistes mondiales
au nom desquels d'ailleurs nous les avons émancipés et soutenus après la Deuxième Guerre mondiale. Donc ils sont dans des contradictions insolubles. Et ceux qui pensent que Trump est avec eux se trompent. Et d'ailleurs, ceux qui comprennent bien les choses, ces élites impérialistes, on va dire judéo-sionistes, disent toujours que Trump n'est pas leur ami et que c'est un faux allié qu'il faut s'en méfier. Quand les institutions, la démagogie, l'hypocrisie nous fait ramener à ce genre de situation-là. Ça fait des années qu'on vous dit que la police ne correspond plus à la nouvelle génération qu'il y a dans les quartiers. Tout simplement. Ils ne sont plus formés parce qu'aujourd'hui, ils sont plus là par vocation, ils sont là juste pour payer un crédit. Ça déjà d'une. Et de deux, la justice et l'institution ne sont pas de leur côté. Et de trois, quand on vous dit qu'il faut la BOPE, pour notre sécurité à nous, enfants des quartiers, il nous faut la BOPE de Rio de Janeiro. Parce qu'avec ce genre de mercenaires, il n'y aurait pas ce genre de situation-là. Plus personne ne respecte personne. Imaginez-vous que le policier il aurait tiré sur la personne, il aurait été mort. Qu'est-ce qu'on aurait fait encore? Qu'est-ce qui se serait passé encore? Pourquoi aujourd'hui on respecte plus la police? Aux États-Unis, Wallah, le caméraman et lui, ils n'auront pas été là. Ils auront été à la mort. Il n'y aurait pas eu de vidéo, rien. Aujourd'hui, les policiers sont fébriles aussi, par leur formation, par leur manque de formation, et surtout parce qu'on les bride. Tout simplement. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Regardez où on en est, cette vidéo de folie. Elle aurait pu arriver à un drame, parce que plus personne n'est formé, et surtout cette génération ne respecte plus rien. Donc là, on a un clash. On a un clash de génération, un clash de communauté. Et c'est que le début. Wallah, tu vas pas tirer. Eh, tu fais quoi là? Eh, t'es filmé. C'est filmé. Eh, regarde, tire, vas-y, tire. Par là, tire. Tire. C'est filmé, fils de pute. C'est filmé, fils de pute, va. La chatte à ta mère, fils de pute, va. Nique ta mère, la pute. T'as allumé, nique ta mère. Inch'Allah, tu meurs, fils de pute, va. La chatte à ta mère, la pute, va. T'as tiré, fils de pute, va. Nique ta mère, la pute, fils de pute, va. 3 semaines, c'est le temps qu'il aura fallu à mon vélo pour disparaître à tout jamais dans Paris. Je suis dévastée. Bon, quand j'ai dit autour de moi que je voulais m'acheter un vélo, on m'a dit « N'essaie même pas à Paris, vraiment ton vélo va disparaître comme ça ». Ils ont eu raison. J'ai cru que j'allais pouvoir passer entre les gouttes, que j'étais absolument spéciale. Non, voilà, 3 semaines, disparu. Regardez comme il était beau ce vélo, regardez comme on allait bien ensemble. Voilà ce qu'il en reste actuellement aujourd'hui. Moi à la base, j'ai acheté un vélo parce que Chloé, la folle du triathlon, m'a dit « J'ai aucun copain qui veut se mettre au vélo, vas-y, mets-y-toi ». Chloé, j'ai perdu 400 € et nos sorties vélo vont devoir attendre un peu. Dévastée, je le redis. Par contre, j'accepte ma défaite, d'accord? Le voleur, tu as été plus fort que moi, revends-moi mon vélo, s'il te plaît. Je veux juste le récupérer, je te le repaye, y a pas de problème. Donc me voilà en train de scruter le bon coin, à la recherche d'un vélo qui m'appartient, pour le payer de mon plein gré. J'avais pas mis un antivol assez fort, je l'ai pas mis au bon endroit dans Paris. Oui, parce que le 19e, à minuit, bah on évite. C'est ma faute, j'ai voulu jouer, j'ai perdu, mais juste, bah rends-moi mon vélo. Je suis pas triste pour l'argent, je suis triste parce qu'il m'allait trop bien. Je veux le récupérer, s'il vous plaît. Revendez-le-moi, je veux le racheter. C'est quand même incroyable de voir que l'euro a perdu quasiment 60% de son pouvoir d'achat depuis son introduction. C'est monstrueux. C'est le vol absolu de toute l'Europe au seul profit, effectivement, des Allemands, des Hollandais, peut-être des Luxembourgeois. Voilà, grosso modo, c'est l'idée. Oui, parce que le dollar, c'est du 95%, mais en 150 ans. L'euro, c'est du 60% en moins de 30 ans, quoi. C'est ça. Exactement. Voilà, exactement. Mais tout simplement parce que la création de l'Europe, de l'euro et surtout de la zone euro, c'est en fait un système déguisé de vol des richesses des Européens. L'Assemblée nationale, l'argument massu de la majorité sortante, Yaël Braun-Pivet, c'est de dire que les programmes économiques à la fois du RN et du Front populaire, vous l'avez un peu esquissé tout à l'heure, sont très similaires, en tout cas qu'ils provoqueraient tous les deux la faillite de la France. Mais très honnêtement, la faillite, elle est déjà là. C'est une blague? Non. Non. 3100 milliards de dettes. Vous êtes sérieux quand vous dites ça? 3100 milliards de dettes. Alors, nous sommes une majorité du sérieux budgétaire. Nous sommes une majorité qui a permis à la France de se redresser sur le plan économique. Nous avons recréé 2 millions d'emplois. Nous sommes en train de réindustrialiser la France. Nous avons recréé 400 usines sur des territoires qui étaient...
J'ai mon meilleur ami, il habitait à Saint-Denis-Basilique, juste à côté du Carrefour. Quand je venais, on traînait partout, quoi, Sarcelles, Saint-Denis. Tu sais, il n'y avait pas tous ces vendeurs à la sauvette qui vendaient des cigarettes. Même l'immigration, tu vois, c'était pas comme ça. Tu sais, là, il y a trop de blédards, en fait. Tu vois, mes parents, je suis un Congolais. Ah, bien sûr. Je suis pas raciste. Non, t'es français avec des origines, voilà. Ouais, mais je suis Congolais. C'est-à-dire que je me ressens Congolais. Il n'y a pas que je me ressens français plus que Congolais, non. Mais en fait, le fait d'avoir grandi ici, c'est comme si demain, en fait, toi, tu étais l'origine. Cameroun. T'es Camerounais. Moi, je suis parti au Cameroun. Yaoundé, j'ai fait Yaoundé, je connais très bien Yaoundé, tu vois. Imagine-toi que demain, tu rentres dans un quartier de Yaoundé, il n'y a plus de Camerounais, il y a plus de Camerounais, mais il y a que des Congolais. Tu vois un peu, ça choque. Culturellement, ça choque. Même moi qui suis africain, fier d'être africain, j'aime tous les Africains. Mais ce que tu dis là comme ça, là, tu sais qu'il y a des gens comme toi qui te ressemblent, comme moi qui me ressemblent, ils vont dire ouais mais t'es raciste ou je sais pas quoi. Non, moi personne ne peut dire, moi j'ai grandi à Gare-Charcel, je suis un Congolais, fier d'être Congolais. Que tous les Congolais peuvent venir, ça ne me gêne pas. En fait. Bien sûr. Mais c'est juste qu'en vérité, moi j'ai vécu d'une manière, et quand je rentre dans ma ville à Sarcelles, et que tu vois que ça fait des poissons braisés dans la rue, du poulet dans la rue, en fait je ne reconnais plus chez moi en fait. C'est pas que quand j'ai grandi à Sarcelles, il n'y avait que des blancs, non. Mais c'était différent. C'était mélangé. Ouais, c'était différent, tu vois. En fait, je pense que la France, elle est rentrée dans un délire de gauchiste. Et tu vois, être gauchiste, c'est être malade mental, en réalité. Tu vois, moi, je peux te dire qu'aujourd'hui, je suis de droite, dans ma mentalité. Parce que tu as vu, il suffit que tu quittes chez toi, que tu ailles dans un autre pays, où en fait, il n'y a pas ton père, il n'y a pas ta mère. Tu dois travailler, sinon, si tu ne travailles pas, tu dors dehors. Tu n'as pas de filet de sauvetage. Ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'en fait, tu es condamné en fait, à réussir d'une manière ou d'une autre. Tu peux pas être de gauche. Tu vas pas accepter que non, tu vas pas comprendre que tu as des papiers français et que tu es un clochard. Je vais pas comprendre que en fait, tu vas dire toujours que c'est de la faute aux gens. Parce qu'en réalité, tu as tout. Moi, je connais des mecs du bled, même sans papier, ils sont à Londres, ils sont ici, ils s'en sortent. Toi, tu es né ici, tu as tout. Tu es en train de me raconter des histoires. Non, c'est pas logique. La France, elle entretient la misère. Tu vois, c'est un business. Et quand tu parles, quand tu dis ça, en voyant ce que tu vois à la Saint-Denis comme ça, tu comprends que c'est quoi? Est-ce que c'est un facteur, du coup, ça joue beaucoup là, dans l'entretien là dont tu parles, l'entretien de misère. Non, mais c'est un business, la misère. Mais tous ces coins là, Sarcelles, Saint-Denis, c'est tenu par la gauche. Mais ces gens-là, si ils n'entraînent pas la misère, ils ne seront plus jamais élus. Ils ne seront plus élus.